Bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a notre deuxième épisode avec Coach Raph et moi-même, Coach Bam. On va parler de préparation physique, développement athlétique lorsqu'on va avoir ce duo-là. Puis aujourd'hui, on veut vraiment répondre à la question, c'est quoi s'entraîner comme un athlète? Est-ce que c'est de faire toutes les drills de plio ou de speed que je vois sur IG, Instagram, TikTok? Est-ce que c'est de prendre de la masse musculaire? Est-ce que c'est de gagner de la force pour être plus puissant sur le field? On voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de coachs parler de comment entraîner des athlètes. Et je trouve qu'il y a un overflow d'informations. On perd l'essence de qu'est-ce que s'entraîner comme un athlète. Raph, est-ce que tu veux commencer en essayant de répondre rapidement à cette question-là, puis après on ira inspecter certains éléments peut-être de cette grosse question-là? Ouais, ben, c'est une grosse question, puis surtout quand on parle d'entraînement pour le foot, on s'entend que le foot, c'est tellement un sport qui englobe plusieurs choses. Tu sais, t'as tellement des athlètes différents sur le terrain. Tu sais, un O-line puis un demi-défensif, c'est pas pantoute le Mhm. même type d'athlète. Mais je pense que si on revient à la base de c'est quoi s'entraîner comme un athlète, tant qu'à moi, c'est s'entraîner en muscu, viser à augmenter sa masse musculaire, augmenter sa force, c'est sprinter, c'est sauter, c'est jouer aussi. Fait que c'est Mhm. beaucoup, Absolument. selon moi, c'est ces trois, quatre aspects-là qui sont vraiment importants, c'est vraiment la base. Lancer aussi. Fait que c'est beaucoup Mhm. ces choses-là. Fait que il y a plusieurs choses, mais s'entraîner comme un athlète, c'est entraîner les patrons moteurs de base, lancer, sauter, sprinter, puis jouer son sport. C'est vraiment ces Mhm. cinq aspects-là qui reviennent. OK. Donc pour toi, c'est vraiment de développer les qualités qui font en sorte que tu deviens un meilleur athlète et donc que tu peux peut-être le transférer sur le field. Exact. Si on y va à son plus simple, à la base, ça part de là, selon moi. Mhm. Écoute, j'ai peut-être une vision ou un cheminement de pensée un peu différent, puis je vous explique là. Personnellement, je vois pas nécessairement ça comme il faut que je développe toutes les qualités qui font en sorte que je devienne un meilleur athlète. Oui, je le fais dans les entraînements que je donne, mais c'est pas la base de ce que je donne. C'est un aspect de ce que je fais faire. Donc oui, ça va être important de développer, selon moi, ta force, ta vitesse max, ta puissance, etc. Mais ultimement, il faut répondre à la question. Il faut commencer par se poser la question, qu'est-ce qui fait de moi un meilleur athlète sur le terrain? Qu'est-ce qui fait que X joueur est un excellent joueur de football? Comment est-ce que je peux prendre un joueur qui est peut-être moins bon, moins talentueux sur le terrain, puis comment je l'aide à exprimer un plus grand talent sur le field? Quand tu prends le temps de penser à qu'est-ce qui fait la différence entre ces athlètes-là, ben, tu peux te perdre parce qu'il y a un paquet d'affaires. On peut parler de mindset. Tu peux te dire, ah, les meilleurs athlètes sont plus explosifs, sont plus vite, sont plus puissants, etc. Mais c'est pas tout à fait ça parce que si c'était le cas, tous les joueurs qui performent le mieux au combine, par exemple de la NFL, seraient les meilleurs athlètes sur le field. Les athlètes qui seraient le plus athlétiques seraient les meilleurs sur le field. Puis c'est vraiment pas la réalité. Je prends mon exemple personnel. J'étais un joueur de football quand j'étais actif. Vite, j'étais agile, j'étais fort, j'étais puissant. J'avais toutes les qualités athlétiques d'un excellent joueur de football pour le niveau que je jouais, mais j'ai pas réussi à me débarquer au niveau universitaire. Il y a un paquet d'autres choses qui rentrent en jeu dans qu'est-ce qui fait un athlète qui est capable de prendre les bonnes décisions sur le field. Puis, je pense que la clé, faut ramener ça simple, pour ramener ça à un concept qui est le moins complexe possible pour être capable de l'améliorer le plus possible. Puis c'est que les meilleurs athlètes vont prendre les meilleures décisions plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Puis ils vont être capables de les exécuter plus vite que les autres. Par exemple, oui, être plus vite peut t'aider à prendre pas nécessairement à prendre une décision plus vite, mais à effectuer une action plus rapidement. OK? Donc, par exemple, je suis running back.
deux running backs qui ont la même lecture de jeu, qui vont prendre la même décision aussi vite, ben c'est sûr que lui qui est plus rapide va faire plus de dégâts. C'est sûr. Mais avant ça, il faut que le running back soit capable de lire correctement le gap qui s'ouvre, puis qu'il prenne la décision de l'attaquer au bon moment, avec le bon timing, avec la bonne synchronisation avec le scheme de bloc, par exemple, ou le mouvement défensif. Par la suite, les qualités athlétiques vont pouvoir s'exprimer. Mais à la toute base, il y a une prise de décision, il y a une prise de décision qui est bonne ou qui est mauvaise, et il faut que cette prise de décision-là se fasse rapidement. Donc, pour moi, d'entraîner un petit peu tout cet aspect-là de prise de décision, de lire un opposant, de créer quelque chose, d'influencer un opposant, rentre dans une qualité globale qui est d'un athlète, qui est peut-être qu'on peut parler qu'on peut peut-être nommer ou qualifier de sa créativité sur le terrain. Okay? Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Okay? Puis par la suite, les qualités athlétiques vont venir, si on veut, soutenir ce processus-là. Okay? Donc, pour être meilleur sur le field, il faut que tu prennes de meilleures décisions plus vite, puis que tu puisses les exécuter plus vite aussi. Prendre des meilleures décisions plus vite, par contre, c'est pas nécessairement de le faire à une vitesse plus élevée. Okay? J'explique, c'est de le faire avec le bon timing aussi. Par exemple, je suis quarterback, OK, je lis que j'ai mon avantage sur le one-on-one dans une situation de receveur isolé. Je sais que je vais y lancer le fade à ce moment-là, mais de le lancer le plus vite possible, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Si tu veux prendre la décision rapidement de OK, je lance là, donc ma décision est prise rapidement, maintenant je veux le faire avec le bon timing. Et quand le bon timing arrive, je veux le faire avec la bonne force, la bonne synchronisation aussi avec mon receveur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Raph? C'est quelque chose que on s'est déjà parlé souvent, là, sans aucun doute que c'est pas un concept nouveau pour toi. J'aimerais savoir tes impressions. Non, je suis d'accord. Ça rentre dans l'entraînement. Moi, je le mettrais dans l'aspect jeu, comme on mentionnait dans le dernier épisode, parce que je pense qu'on peut créer des situations dans lesquelles on peut favoriser ça, la prise de décision au bon moment, au bon timing. C'est fait de pratiquer ton sport, ça va aider beaucoup aussi à développer cet aspect de créativité, parce que comme tu mentionnes, quand on parle de talent, on a de la misère à qualifier c'est quoi le talent. Les joueurs de talent sont faciles à remarquer sur le terrain. Souvent, c'est les meilleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont bons? C'est quoi le talent? C'est une question qui est difficile à répondre. Mais selon moi, le talent, c'est d'avoir un gros bagage de mouvements sportifs puis savoir comment bien les utiliser au bon moment. Absolument. Absolument. Et je pense que pour prendre un peu le schéma de pensée dont on parle en ce moment, ton athlète veut prendre la meilleure décision le plus vite possible, puis ses qualités athlétiques vont soutenir un peu cette prise de décision-là, mais sa capacité d'utiliser plusieurs types de mouvements sportifs de haute qualité aussi, faire en sorte qu'il va être capable de mieux exprimer cette prise de décision-là. Je reprends l'exemple d'un running back dans une situation de open field, puis il sait qu'il veut le déjouer, il prend la décision de déjouer le joueur défensif d'un côté ou de l'autre, mais pour se créer de l'espace, s'il est capable de faire une feinte, de bien vendre sa feinte, il va être capable de se créer beaucoup d'espace puis rendre son match-up plus facile, ou il va être capable de gagner son match-up avec plus d'espace si on veut réussir à faire une meilleure course. Okay? Mais si ton running back a un seul move, ça va peut-être être plus facile à anticiper pour le joueur défensif. C'est un running back qui est imprévisible parce qu'il est capable d'utiliser des spin moves, des head fakes, etc., etc., etc. Ça va être beaucoup plus tough pour un joueur défensif à tackle. Vraiment plus tough. Vraiment plus tough. Pour moi, c'est vraiment mon objectif principal, c'est vraiment d'optimiser ce processus-là. Okay? Puis ça passe beaucoup par, tu l'as dit, par le jeu, par l'opportunité, puis par
l'exposition à des opportunités, de prendre des décisions et aussi d'essayer des nouveaux mouvements ou d'essayer si on veut, une solution plus créative, laisser la chance aussi de faire des erreurs. Quand on parle Yep. de jeu, Raph, je sais qu'on parle de la même chose. Est-ce que tu peux expliquer au monde qui nous écoute, c'est quoi un jeu, puis pourquoi c'est important dans l'entraînement et le développement athlétique sur le field, de quelle façon on structure ça? As-tu des exemples pour nous? Ouais, ben, tout ce qui est jeu, tu sais, tu peux en avoir une variété, tu sais, de types de jeux que tu peux faire. Mhm. En tant que tel, ce qui va être un jeu pour moi, tu sais, ça va être de donner un petit peu, tu sais, à la limite, tu pourrais en inventer un, mais à la limite, ça, c'est de donner un certain environnement à tes athlètes. Ça peut être grand, ça peut être petit. Ensuite, il faut que tu aies des contraintes à l'intérieur de cet environnement-là. Ça peut être, puis tu sais, les contraintes, ça peut être un paquet de choses, ça peut être le nombre de joueurs, puis c'est pas obligé d'être nécessairement égal d'un côté ou l'autre. Ça peut être des contraintes physiques à l'intérieur de l'environnement, fait que, disons, une poubelle ou bien quelque chose qui restreint un petit peu le mouvement. Ça peut être quelque chose qui encourage le mouvement aussi. Ça peut être une règle qui dit, OK, ben, tu peux seulement lancer de cette main-là, ou quand tu te déplaces, il faut que tu te déplaces en rampant. Fait ensuite de ça, l'athlète, un coup que tu as expliqué le jeu, lui, il faut qu'il parte un petit peu avec ça, puis après ça, tu le laisses aller. Fait que c'est là que tu découvres un petit peu, ça lui permet d'explorer sa créativité parce que là, avec les règles que tu lui as données, lui, il va essayer de trouver des solutions à ces contraintes-là. Puis il y a un aspect aussi de confiance là-dedans parce que, comme tu disais, des fois, tu en as des athlètes qui ne seront pas nécessairement des fois à l'aise d'utiliser certains mouvements. Fait qu'il faut que tu leur donnes un environnement qui est, oui, sécuritaire, mais il faut qu'ils aient confiance en toi aussi pour que justement ils puissent utiliser ces mouvements-là, puis qu'ils sentent qu'ils ne seront pas jugés ou rien de ça. Absolument, absolument. Puis une des clés dans le développement d'un nouveau skills, d'une nouvelle habilité, c'est d'avoir le jeu, d'essayer quelque chose, de se planter pour faire les ajustements par toi-même pour trouver la solution qui est la plus efficace. OK? Exactement. On parle souvent, je pense dans les cours d'intervention sportive, le terme qu'ils utilisent, c'est la délicieuse incertitude. Donc, Ouais. c'est de créer On en parlait l'environnement avec elle aussi. où est-ce que tu sais que tu vas avoir un certain ratio d'échecs et de réussite qui vont te permettre de faire les ajustements par contre pour avoir le plus haut taux de réussite possible. Puis lorsque ce taux de réussite-là est trop élevé, tu n'es plus dans la zone où est-ce que tu progresses parce que c'est trop facile. Et à l'inverse, c'est trop difficile, puis tu te plantes tout le temps, tu es incapable de résoudre la tâche. Ben là, c'est pas une tâche qui est productive non plus parce qu'elle est trop difficile. Il faut que tu aies une bonne Exact. balance entre je suis capable de réussir ce qui est demandé, mais des fois je me plante pour progresser à l'intérieur de ça jusqu'à temps qu'on passe à un autre niveau, qu'on amène d'autres contraintes, un autre type de mouvement qui va faire en sorte que là, je vais me planter de plus en plus. Là, on parle beaucoup dans l'abstrait. Donne-moi un exemple concret de un de tes jeux préférés que tu aimes utiliser en développement athlétique avec tes jeunes au grade. Ouais. Un des jeux que j'avais fait l'an passé, que je vais sûrement faire cette année aussi, j'avais installé 4 cônes pour faire un genre de grand carré. Ensuite, j'avais des équipes de 2 joueurs, 2 contre 2. Puis ensuite, j'avais mis une balle de tennis au milieu du carré. Fait que là, les 2 équipes, ils partaient à des côtés opposés du carré. Puis là, il fallait qu'ils rentrent pour aller chercher la balle dans le, dans le centre du terrain. Puis ensuite, un coup que c'était fait, ils pouvaient se lever puis lancer. Fait que c'est ça ce que j'aimais de ça, c'est justement, tu as la contrainte il faut qu'ils rentrent au début pour ensuite Mhm. ça peut être, ensuite, peut faire une roulade, peu importe, lancer de leur mauvaise main. Puis ensuite, j'avais ajouté, des fois, deux autres équipes. Fait que là, c'était comme 4 équipes qui étaient un contre l'autre avec 2 balles. Puis, tu peux t'amuser. Puis, c'est ce que j'avais, l'objectif de ce jeu-là, c'était un petit peu au fur et à mesure que les athlètes ils comprenaient de la façon dont le jeu fonctionnait, c'était d'ajouter un petit peu du chaos pour qu'ils essaient d'identifier, OK, ben là, j'ai comme 8 personnes dans un petit espace, ça bouge beaucoup, j'essaie d'identifier mon coéquipier, il est où, mon adversaire, c'est lequel. Fait que, c'était un petit peu l'objectif de ce jeu-là, puis les athlètes, ils avaient vraiment aimé ça aussi.
Puis l'objectif à ce moment-là, c'est de. C'était quoi? C'est de garder la position de la balle de tennis ou de l'amener C'était de quelque part la, d'autre? c'était de scorer comme dans la zone de l'adversaire. Fait que c'était de lancer un coup que tu avais la balle, c'était de la lancer à ton coéquipier dans la zone Ok. de l'adversaire. Ok. Fait que ça illustre un type de jeu qu'on peut utiliser. Personnellement, là où est-ce qu'on. Je pense qu'on peut se planter, c'est de juste faire des jeux comme ça puis de faire des trucs le fun sans le structurer ou le progresser. Exact. Premièrement, si on parle de progression, tu as énuméré plusieurs façons de progresser un drill ou un jeu en le complexifiant, soit en amenant plus d'opposants, plus d'équipes, plus d'éléments à manipuler, ou on pourrait modifier aussi les dimensions d'un terrain pour avantager soit le côté défensif ou offensif dans le cas du jeu que tu viens de nous parler. Donc, c'est hyper important d'avoir un système de progression selon les qualités que tu veux développer. Okay? Donc, en utilisant les différents paramètres qu'on vient de parler. Un autre exemple, c'est qu'en utilisant un terrain qui est plus grand, un terrain de jeu qui est plus grand, mais ça va amener des mouvements à plus haute vitesse parce que tu vas avoir plus de temps pour accélérer. Tu vas avoir plus d'espace pour déjouer un adversaire, par exemple. L'autre chose qu'il faut bien structurer, selon moi, c'est qu'il faut identifier certaines situations de jeu qui sont communes à beaucoup de sports. Et on veut les entraîner, on veut les développer dans le contexte de l'entraînement. Par exemple, le fait d'avoir un joueur, de suivre un joueur, par exemple, c'est un skills qu'on retrouve à plusieurs niveaux dans un paquet de sports. Donc, par exemple, le plus facile à comprendre, c'est que je suis un DB, il faut que je suive un receveur pour le couvrir en main. Et la couverture en main, on le retrouve dans d'autres sports aussi. Un autre exemple serait de suivre un joueur, je suis en offense, puis je suis un joueur défensif pour effectuer un bloc. Faut que je sois capable de repérer ce joueur-là, garder mon focus dessus, dire le rencontrer au bon moment. Le fait de shadow, si on veut, un opposant, c'est un des skills que j'aime programmer dans le développement athlétique que j'ai avec les équipes que je connais. Donc, le skills de shadow, suivre quelqu'un. Tu pourrais avoir le skills de déjouer un adversaire. Fait qu'à ce moment-là, de se créer de l'espace pour t'enfuir de quelqu'un. Donc, ça, c'est la situation la plus évidente pour un joueur de foot. On fait le field tackle. Je suis un joueur offensif. Je veux déjouer un adversaire, mais ça passe par se créer de l'espace, comme je viens de dire. Donc, avoir plus de terrain de jeu pour pouvoir t'enfuir. Ça c'est un autre skill, de déjouer un joueur défensif. Et inversement, un joueur défensif, lui, a un skill de venir, si on veut, tag un joueur offensif, de réduire l'espace, plutôt que de garder l'espace, de réduire l'espace avec un autre joueur. Rapidement, c'est trois types de skills de jeu qu'on développe avec les joueurs de foot que j'entraîne dans les autres sports. Shadow, réduire l'espace ou déjouer un opposant pour avoir le plus d'espace. Y a-tu d'autres skills, d'autres mouvements, d'autres types de situations que tu aimes retrouver dans tes jeux? Ce que j'aime faire aussi, c'est créer un avantage numérique, Mm. soit défensif ou offensif. Tu sais, oui, on pense au one-on-one, c'est le classique, mais ça va souvent arriver aussi que des fois, tu es 2 contre 1, que ce soit en Mm. offense ou en defense. Puis, tu sais, des fois, ça peut être aussi, ça peut être plus que ça. Tu sais, des fois, disons, en défensif, dépendamment de ce que tu veux faire, il y a des fois que tu peux être, des fois, disons, -1 dans la boîte. Disons que tu es 5 joueurs défensifs contre 6 joueurs offensifs. Tu es dans un certain désavantage. Tu peux faire ça aussi dans ton jeu. Disons que tu as un gros groupe, tu veux inclure plusieurs personnes en même temps, ça peut être une façon de le faire. Tu as un avantage numérique pour l'offensive, un désavantage pour la défensive. Eux autres, c'est quoi les solutions qu'ils vont trouver pour essayer de combler ça? Puis ça peut être un avantage défensif aussi. Des fois, tu as un bon receveur de l'autre côté, tu ne veux pas nécessairement le laisser un contre un de tes joueurs, ben, tu vas en avoir 2. Fait que là, le receveur, OK, ça va être quoi les solutions qu'il va avoir à ce moment-là? Les gars qui ont le couvrir, c'est quoi les solutions qu'il y a? Fait que ça, c'est de quoi que j'aime aussi, créer des avantages numériques d'un côté ou de l'autre. Ça entrerait, si on veut, comme étant une forme de progression, de complexification d'un drill qu'on a. Exact. Une autre situation que j'aime aussi beaucoup travailler avec les joueurs de foot, c'est la coopération. Donc, par exemple, Tout à avoir une fait. tâche qui implique deux joueurs,
ils doivent l'exécuter au mieux possible malgré les contraintes. Fait que, par exemple, garder la possession d'une balle, fait qu'une balle de tennis, ils se font des passes, des passes, des passes, et de réussir à le faire sans être dérangé par d'autres équipes qui font le même type de mouvement. Fait que c'est peut-être moins intuitif parce que c'est pas une compétition directe avec une autre équipe ou d'autres joueurs. C'est une situation que deux joueurs, par exemple, ou ça peut être trois, mais mettons un duo de joueurs, veut exécuter au mieux possible malgré ce qui se passe alentour. Puis ça peut être des obstacles humains et voulant dire d'autres équipes qui essaient de faire la même tâche. Ça peut être des obstacles physiques. Et après, ça peut être fait dans des contraintes de posture ou de manipulation de l'objet. Puis l'objectif, c'est de développer ta capacité à coopérer. Donc, par exemple, Team Sports, on le voit souvent, avec ta capacité à être en phase avec d'autres joueurs sur le terrain va t'aider à mieux performer. Va aider ton unité à mieux performer. Ta défensive ou ton offensive overall. C'est un facteur qui est hyper important aussi pour moi. Là, on a parlé de jeu, on a parlé de qu'est-ce que l'entraînement pour un athlète, c'est d'optimiser ses performances sur le field. Au final, là, c'est aussi simple que ça. On revient un peu plus sur les qualités, OK? Parce qu'on a parlé beaucoup de prise de décision, comment prendre de meilleures décisions, le faire plus vite. Puis toutes les formes de jeu qu'on vient de parler, c'est des façons de le faire. D'autres façons de le faire seraient de faire effectuer un drill à un joueur, un athlète, mais qui ne sait pas exactement quelle direction il va prendre quand il commence le drill. OK, donc par exemple, moi, en tant que coach, je vais donner le signal soit visuel ou auditif pour donner la direction du changement de direction à un joueur. Ça serait une autre façon de pratiquer ça, puis on peut le faire à un paquet de niveaux. Mais je pense qu'on a bien couvert les principes ici. Puis on ira en détail là, de comment entraîner l'agilité dans un autre épisode. Je dis tout le temps ça. 250 000 épisodes à faire. On ira en détail dans comment entraîner l'agilité sur le terrain, par exemple, précisément. Maintenant, je veux qu'on comprenne l'importance et peut-être le rôle des qualités athlétiques d'un joueur, donc sa force, sa puissance, sa vitesse, pour ses performances sur le field. À quel point est-ce que je peux devenir un meilleur joueur de foot si je suis plus vite, plus fort, plus agile, indépendamment de si je prends les meilleures décisions ou non. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ça? Ben, je pense que si tu es un meilleur athlète, en général, tu vas avoir un meilleur potentiel de devenir un meilleur joueur de foot. Mais comme on disait un petit peu dans le dernier épisode, le fait d'avoir des meilleures qualités athlétiques générales, ça ne prend pas nécessairement de toi un meilleur joueur de foot. Ce qui va te faire de toi un meilleur joueur de foot, c'est pratiquer ton sport. Mais si tu es capable d'aller chercher une meilleure vitesse, une meilleure force, etc., c'est sûr que tu vas avoir des meilleures chances de t'améliorer comme joueur de foot parce que tu vas avoir un plus gros potentiel, si on veut. Fait que c'est là que, justement, s'entraîner en musculation, faire des sauts, faire des sprints, des choses comme ça, c'est là que ça va t'aider à potentiellement devenir un meilleur joueur de foot. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est que le plus athlétique tu es, le plus grand ton potentiel de performance sur le terrain va être. Ça ne veut pas dire que tu vas mieux performer sur le field, vraiment pas. L'autre chose aussi, c'est que je pense que ça peut te donner un meilleur jeu aussi dans les erreurs que tu vas faire. Dans le sens que si tu es assez vite pour te rattraper d'une erreur, mettons, je suis un DB, je suis un corner, je suis en man-to-man, je suis vraiment vite, par exemple en axel puis en sprint, puis je me fais déjouer par un receveur. Mais si je suis tellement vite que je suis capable de me rattraper de cette erreur-là, puis quand même réussir à venir faire un jeu sur la balle, ben ça peut compenser un peu pour certaines mauvaises prises de décision. Okay? Fait que je pense qu'à un certain point, avoir de meilleures qualités athlétiques peut t'aider à compenser pour des mauvaises prises de décision. Et je pense qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup à un plus bas niveau. Exact. Où est-ce qu'il y a une beaucoup plus grande différence d'athlétisme entre les joueurs plus élites et les joueurs plus average. Dans le sens que Benjamin, par exemple, ou Cadet, c'est un joueur qui est tellement plus gros, plus fort, plus vite que les autres.
peut juste prendre la balle, courir en ligne droite, puis il sait qu'il ne se fera pas plaquer avant 10 verges parce que personne n'est capable de le plaquer, ben, c'est sûr, ça va l'aider. C'est sûr, ça va l'aider. C'est sûr qu'il va être un meilleur joueur de foot s'il est plus fort et il est plus vite. Parce qu'il y a ce gap-là d'athlétisme avec les autres joueurs. Par contre, ça risque de le rattraper. Dans le Exact. sens que j'ai déjà vu des joueurs de foot qui étaient tellement dominants à un niveau plus bas que lorsqu'ils arrivent au niveau collégial, ils ont pris des mauvais plis de prise de décision, puis ça les rattrape au niveau Exact. collégial. Quand, La quand bonne ils affrontent nouvelle, des c'est que athlètes du même calibre qu'eux, admettons. Là. exact. Ou même peut-être qu'il est encore plus athlétique que les autres athlètes collégiales, mais le gap n'est pas aussi grand. Non, Donc, il ne exact. peut pas autant s'en sortir. Puis il ne peut pas autant corriger ses erreurs avec sa vitesse et sa force. La bonne nouvelle, c'est que souvent, ça se corrige vraiment plus facilement. Okay? Puis c'est toujours plus plaisant de travailler avec un athlète qui a un plus grand potentiel athlétique que l'inverse. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Puis ultimement, à l'inverse, le rôle de développer tes qualités athlétiques, c'est que si tes qualités. Ben, si toi, tu es un excellent joueur de football, puis on connaît tout un gars de même, il n'est pas très vite, il n'est pas très fort, il n'est pas très agile, mais qui produit sur le field. Soit il fait toutes les plaqués, ou il fait tous les catchs pareils, puis il réussit à produire sur le field. Ben, ultimement, plus tu vas monter dans les niveaux, plus ton manque d'athlétisme va te nuire. Puis ça va devenir de plus en plus difficile. Il va falloir que tu fasses de moins en moins d'erreurs en termes de prise de décision pour compenser pour ce manque d'athlétisme-là. Donc, d'où l'importance du développement athlétique qui va être complet. Donc, il ne va pas juste être soit axé juste sur tes prises de décision, par exemple, au travers de jeux et autres, mais aussi sur le développement de tes qualités comme plus pures, si on veut. Donc, ta force, ta puissance, ton impulsion, etc. Est-ce que toi, Raph, ce que je me demande, c'est de quelle façon est-ce que tu sépares les différentes proportions entre le développement de prise de décision, de jeu, développement athlétique, si on veut, et de développement des qualités pures. Comment est-ce que tu procèdes dans ton travail? Pas des fois, dans le contexte que je suis, des fois au secondaire, ça va dépendre beaucoup de la place des fois qu'on a accès aussi. Donc, souvent, tu sais, tout ce qui va être plus prise de décision, tout ce qui va être plus jeu dans le contexte que je suis, je vais faire ça davantage pendant l'été ou quand on peut aller à l'extérieur un petit peu plus parce que c'est là que j'ai la place pour le faire. Mm-hmm. Fait que je vais plus selon les restrictions de jeu, selon la place. Mais si, disons que j'avais pas ces restrictions-là, je pense que plus un athlète est jeune, plus il peut bénéficier justement de, de faire justement des jeux puis des trucs comme ça. Surtout si le gars, c'est pas un gars du multisport, il devrait l'être, mais si on Mm-hmm. peut lui donner cette occasion-là, plus il est jeune, plus qu'il va pouvoir utiliser les, euh, les solutions de mouvement qu'il a acquis dans des situations de match. Donc, plus un athlète est jeune, selon moi, plus que ça peut être bénéfique. Je ne dis pas par là qu'il n'y a pas besoin de travailler ses qualités athlétiques, mais selon moi, s'il est plus jeune, si on peut lui donner un petit edge côté prise de décision, puis côté développer des Mm-hmm. mouvements des fois plus non conventionnels que ce qu'il a vécu par le passé, selon moi, ça peut être vraiment bénéfique. Oui, puis je pense qu'il faut garder en tête aussi les fenêtres de développement qu'on a aussi. Dans le sens Exactement. que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de développer la coordination, la capacité à lancer, attraper une balle, par exemple, chez quelqu'un qui est plus jeune, qui a un cerveau plus malléable, qui a un cerveau qui est encore en développement, versus la force, la puissance, même la vitesse pure en tant que telle. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus faciles à entraîner plus tard. Moi, mon objectif avec quelqu'un qui est plus jeune, c'est de développer sa littératie du mouvement, de l'aider à acquérir une panoplie de skills, de qualités qui sont plus dures à acquérir plus tard. Okay? Ça, c'est hyper important pour quelqu'un qui est jeune. La façon la plus facile de développer cette littératie-là, on le dit, on le répète, c'est le multisport. Sinon, le rôle de la préparation physique et du développement athlétique, c'est de donner les opportunités qui manquent
dans le développement de ce jeune-là qui fait peut-être pas de multisport. Donc, de l'exposer au patron moteur lui-même. Okay? Pour moi, c'est ça s'entraîner comme un athlète. C'est de ne pas négliger ce qui fait de toi quelqu'un de plus performant sur le terrain pour le développement pur de tes qualités athlétiques. Okay? Tu as besoin d'une balance de tout ça et tu as besoin d'entraîner les deux selon ton niveau. Et plus tu es jeune, plus, selon moi, tu veux développer tes patrons moteurs généraux, plus tu veux développer tes habiletés générales. Et tu sais, tu vas avoir le temps plus tard de devenir plus fort, plus vite, etc. Exact. Maintenant, je veux qu'on parle un peu plus des qualités en tant que tel. Peut-être pour préciser rapidement, là, Raph, c'est quoi les qualités athlétiques, si on veut? OK, plus pures. Et quelles sont les qualités athlétiques les plus importantes pour un athlète ou un joueur de football? OK. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs qualités. C'est celle qu'on entend le plus souvent. Ça va être vraiment la force. Il y a, encore une fois, il y a différents types de force. Ça peut être la force absolue, force relative, selon selon ton poids de corps. La force absolue, ça va être la charge totale que tu es capable de lever si on ne prend pas en compte ton poids de corps. Force relative, ça va être la charge que tu es capable de lever en fonction de ton poids de corps. Fait que disons, quelqu'un qui est capable de faire vraiment beaucoup de chin-up, ben, c'est quelqu'un qui a une bonne force relative. Il est capable de lever beaucoup selon son poids de corps. Mais par exemple, un row-line de, disons, 300 livres qui en squat 600, ben, il a une bonne force absolue sans son body weight. Ensuite de ça, tu as la vitesse. Encore une fois, tu as différents types de vitesse. Tu as la vitesse de pointe, le top speed, tu as l'accélération, tu peux avoir l'impulsion aussi. Ensuite, tu peux pas, tu as l'endurance musculaire aussi qui rentre là-dedans. Je pense que l'hypertrophie, c'en est une. C'est une qualité que tu ne peux pas nécessairement utiliser, mais elle va quand même être une base pour les autres qualités. Je pense que c'est pas mal ces qualités-là. Ensuite, pour un joueur de foot, encore là, ça va dépendre de la position du joueur. On s'entend qu'un joueur de ligne offensive, il a besoin de beaucoup plus de force qu'un receveur de passe, admettons. Mm-hmm. Fait qu'encore là, ça va dépendre un petit peu de la position. Ça veut dire, un gars qui est secondaire, un gars qui est porteur de ballon, ça y prend quand même un bon équilibre entre les deux, ça y prend une bonne vitesse, ça y prend une bonne force aussi. Mais je te dirais qu'en général, la force, la puissance, puis la vitesse, l'impulsion, je dirais que c'est pas mal les quatre plus gros. Si on parle de qualité vraiment de pure pour un joueur de foot, selon moi, ce serait pas mal ces quatre qualités-là. Est-ce que tu rentres tout ce qui est mobilité aussi là-dedans, stabilité? Est-ce que tu vois ça comme une qualité athlétique ou peut-être tu rentres ça dans une autre case? Ouais, ben, ce serait un petit peu comme l'hypertrophie dans un sens que c'est pas nécessairement de quoi que tu vas utiliser. Tu peux utiliser ta vitesse. Tu peux pas nécessairement utiliser ta mobilité dans un sens, mais c'est des qualités qui vont t'aider dans un certain sens. Disons, si on parlait de l'hypertrophie, si tu as, disons, une bonne masse musculaire, tu as un bon potentiel d'aller chercher de la force par après. Un muscle qui est plus gros, ça va être un muscle qui est potentiellement plus fort. Puis c'est un muscle qui est potentiellement plus puissant aussi, ça part un petit peu de là. Fait que c'est sûr que d'avoir une bonne masse musculaire, selon moi, c'est de quoi qui est quand même assez important, selon la position, encore une fois. La mobilité puis la stabilité, c'est un petit peu la même chose dans le sens que quand tu as une bonne mobilité, une bonne stabilité, ben, ça veut dire que tu as quand même des bonnes chances de ne pas te blesser aussi, puis de pouvoir, disons que tu es dans une situation de déséquilibre, de te rattraper aussi. Fait que ça peut être dans un certain sens une qualité aussi. Je pense que je rentrerai aussi là-dedans là, rapidement, puis probablement qu'on va oublier des qualités, on ne les couvrira pas tous aujourd'hui. C'est sûr. Moi, je pense que le rythme, développer le sens du rythme pour un athlète, hyper important. Donc, la capacité à jouer avec différents tempos, puis je parle pas de tempo de lift, de tempo dans un mouvement cyclique ou dans un mouvement qui est plus athlétique, est hyper important. Okay? Ça va jouer beaucoup sur la coordination d'un mouvement athlétique. Puis, un athlète qui n'a pas de sens du rythme aussi va avoir beaucoup plus de difficultés à, par exemple, comprendre les différentes phases d'une accélération ou d'un 40-yard dash. Okay? Parce que ton accélération, ta transition, ton top speed utilisent tous des rythmes qui sont différents. Et un athlète qui est complètement un sens du rythme complètement nul va avoir beaucoup plus de difficultés à jouer sur le développement d'autres qualités. Fait que peut-être que
en utilisant le système dont tu parles, ça rentrerait dans une qualité qui n'est pas nécessairement exprimée ou utilisée pour performer, mais qui fait partie de la base de beaucoup de mouvements athlétiques qui, eux, vont pouvoir être utilisés sur le terrain pour performer. Le sens du rythme, Exact. hyper important selon moi. Coordination, Exact. c'est une forme de coordination, là, si on veut. Exact, tout à La fait. stiffness la stiffness générale, donc la capacité de produire beaucoup de tension musculaire, si on veut, à un moment clé. Donc, stiffness, ça ne veut pas dire d'être tout le temps stiff, mais c'est de la produire au bon moment. Et c'est une qualité, selon moi, hyper importante pour développer ton impulsion, ta réactivité au sol, donc ta capacité à sortir d'une cote, par exemple, ou ta capacité à attaquer le sol de façon hyper agressive sur un split. C'est une autre qualité athlétique qu'on entend moins souvent parler, qui est tellement, mais tellement importante. Là. Tellement importante. La capacité, par exemple, d'un sprinter à avoir un contact au sol qui est stiff, donc à générer beaucoup de tension et de force rapidement lorsque son pied touche le sol, est hyper déterminant pour sa vitesse max. C'est une qualité qui différencie les sprinteurs élites des sprinteurs moyens. Sa capacité à avoir un ground contact qui est stiff, qui génère beaucoup de force dès qu'il touche le sol. Exact. Donc, ça, c'est par rapport aux qualités athlétiques. C'est un survol, encore une fois. Maintenant, si on va peut-être plus dans l'entraînement en gym, OK? Parce que j'entends beaucoup, beaucoup de questions là, à ce sujet-là, là, et je veux qu'on en parle. Les fameux split push-pull legs. Upper body, lower body. Ou le fameux split chest, dos, jambes. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Quel est le meilleur split d'entraînement en gym pour un athlète? Puis dans quelles circonstances les splits que je viens de parler, donc quand on parle de split, c'est de l'organisation de ta semaine d'entraînement, aurait peut-être la place dans l'entraînement d'un athlète? Est-ce que le fameux split chest, dos, jambes, bras peut avoir place dans l'entraînement d'un athlète? Ben, je pense que tout peut avoir sa place, puis comme dans tout, ça va dépendre. Je ne dis pas que ce serait la meilleure chose à faire, mais disons, tu es après ta saison, tu viens de vivre un gros stress tant physique que mental. Honnêtement, tu sais, faire une phase un peu plus d'hypertrophie, type bodybuilding, après ta saison, tant qu'à moi, ça peut avoir sa place juste comme un break. Puis, tu sais, ça peut donner la chance au corps de récupérer de la saison en faisant des trucs qui sont moins demandants sur le système nerveux, des trucs qui sont plus musculaires, qui vont développer l'endurance au lactate, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Mais je pense que, disons, quand on parle strictement de gym, si on parle de split d'entraînement, ça devrait pas être la majorité de ce qu'un athlète devrait faire. Il n'y a pas de split d'entraînement qui est magique. Il n'y a rien qui est magique, en fait, dans l'entraînement. Mais si on parle d'un split d'entraînement, ça va dépendre de la réalité de l'athlète. Donc, la plus grosse chose, c'est combien de fois par semaine qu'il peut s'entraîner. Disons un athlète qui peut s'entraîner 2 fois dans la semaine, tu ne feras pas faire un jour chest-bras, puis une journée épaule-mollet. Ça ferait Alors, aucun sens. parce qu'à ce moment-là, sa fréquence d'entraînement des différentes régions musculaires ou des différents patrons moteurs que tu vas utiliser va tellement être bas que ça va être dur d'optimiser tes gains et ton progrès. Exact. Puis, selon moi, l'entraînement en musculation, oui, ça devrait faire partie de ton développement athlétique. Ça devrait pas être. Faut que ça soit un bon side dish. Là. Ça devrait pas être majoritairement, c'est ce que tu mets ton gros focus dessus. Ça va t'aider, c'est certain. Mais selon moi, là, un 3-4 fois semaine de musculation, ça devrait faire amplement le travail. J'aime beaucoup le split full body Mm-hmm. parce que ça permet de travailler justement le corps au complet, ça permet de travailler plusieurs mouvements. J'aime bien upper-lower aussi. Ça permet d'avoir quand même une bonne variété un petit peu plus au niveau des exercices que tu peux utiliser. Mais en général, je pense que full body puis upper-lower, ça devrait être la majorité du split d'entraînement que les athlètes devraient utiliser. Si on parle de Mm-hmm. push-pull leg, ce que j'aime pas là-dedans,
C'est justement quand tu as une journée complète dans ta semaine qui est dédiée aux jambes, c'est que tu vas tellement créer de. Bon, ça dépend de ce que tu fais, mais tu peux créer pas mal de dommages musculaires qui vont faire en sorte que le lendemain, tu vas être potentiellement pas mal courbaturé. Si tu as de la course à faire, tu ne seras pas à ta performance maximale. Ça, c'est de quoi que les athlètes, souvent, surtout les jeunes, puis ceux-là qui veulent trop en faire, ça, c'est de quoi qui va revenir souvent, souvent, souvent comme athlète. Ta priorité, ça devrait être de performer à ton maximum à chaque entraînement. Fait que ça, c'est t'assurer que ton entraînement d'aujourd'hui ne nuit pas à ton entraînement de demain. Fait que tu fais la dose minimale qui va te donner assez de stimulation pour progresser, mais pas trop que tu n'es pas capable de récupérer puis qui va nuire à ton prochain entraînement. On s'entend que comme athlète, ce qui est le plus important, c'est ta pratique sportive. Ça, c'est sûr. Fait que si ton entraînement est nuit à la pratique de ton sport, ton entraînement n'est pas bon. Puis si ça nuit à ta course, à tes sauts, à tout ce qui est plus dynamique, ton entraînement n'est pas bon non plus. Fait qu'il faut savoir bien doser l'entraînement pour que chaque entraînement dans ta semaine que tu fais, il soit productif à 100%. Parce qu'un athlète qui n'a pas juste de la muscu à la faire, c'est pas un bodybuilder. Puis ça, c'est un concept que Christian Thibodeau il parle beaucoup, d'économie de l'entraînement. Fait que tu fais le minimum qui va te donner un maximum de résultats. Tu ne veux pas faire le maximum de choses qui va te donner le minimum de résultats et qui va nuire au reste de ton entraînement. C'est bien formulé. C'est bien formulé. Puis au final, c'est la fameuse question sur les splits. La réponse plate et complexe serait ton meilleur split va celui qui va te permettre, comme tu viens de dire, de performer au maximum à chaque jour en priorisant, numéro 1, ta pratique sportive. Selon moi, en priorisant numéro 2, ton entraînement en vitesse ou tes entraînements plus dynamiques. Puis vraiment, ta performance, pour moi, au gym, vient en tout dernier, si on veut. Même si tu veux être capable de performer au max au gym, pour la simple et bonne raison que même si ta performance est un peu affectée au gym, donc tu lèves un peu moins lourd, tu as un peu moins d'énergie, un peu moins d'endurance, ben les stimuli d'entraînement vont être quand même là pour provoquer les adaptations que tu veux. En gym, c'est beaucoup moins critique qu'en vitesse max et encore moins en performance sur le terrain. Parce que les systèmes entraînés sont différents et les adaptations se passent différemment. Okay? Donc, par exemple, un entraînement en gym va stimuler beaucoup ton système musculaire. Okay? Donc, ton muscle en tant que tel va réagir, va créer des nouvelles, va créer des fibres qui sont plus grosses, puis il va avoir une hypertrophie, par exemple, ou ta force va augmenter. Et pour que ces stimuli-là soient de qualité, c'est comme je viens de le dire, c'est moins grave si tu es moins fort une journée dans le gym. Ton stimuli va être bon pareil. Exact. Puis à la limite, mais c'est ça. Si tu commences à prendre des mauvaises décisions parce que tu es fatigué ou tu prends tes décisions lentement parce que tu as les jambes lourdes, là, ça va être tough, pas mal plus tough de progresser et de devenir un meilleur joueur de foot. Vraiment plus tough. Vraiment, vraiment plus tough. Parce que là, ton timing est complètement différent, ta coordination est complètement différente aussi. Même principe, en sprint, si tu es en bas de 95% de ton max, beaucoup plus dur de progresser en accel puis en vitesse max parce que le timing et la coordination est complètement différente. Plus tu joues sur le système nerveux, ta prise de décision, sur ton cerveau, si on veut, plus il faut que tu sois fresh. Quand tu es au niveau des muscles, pour moi, ça me dérange pas mal moins que tu sois moins fresh. À la limite, tu as juste besoin de mettre moins pesant cette journée-là, puis lève ta barre plus vite, fais moins de répétitions, fais moins de volume, puis tu vas avoir quand même un entraînement qui va avoir été productif au final. Exactement. C'est beaucoup plus simple à faire au gym, selon moi. Donc moi, dans mes splits d'entraînement, mettons qu'on est en off-season, donc on n'a pas à se soucier de la performance sportive. La chose que je veux prioriser, c'est l'entraînement en vitesse. Je veux que mes athlètes soient le plus fresh possible quand ils font leur entraînement de max speed en premier, accel en deuxième, puis entraînement, si j'en ai là, de ce type-là, plus de saut en longueur, hauteur ou pliométrie en troisième, puis ensuite le gym. Donc, par exemple, si on parle des fameux splits de push-pull-leg, ben, moi, personnellement, j'ai jamais utilisé ce split.
Jamais utilisé ce split-là pour un athlète. OK? J'utilise, parce que comme tu as dit, si tu fais une journée complète dédiée à tes legs, la charge va être vraiment grosse, beaucoup plus dur de récupérer de ça, beaucoup moins de chances que tu sois fresh dans tes trainings suivants. J'aime beaucoup plus avoir une fréquence d'entraînement élevée avec un plus petit volume. Parce que ça va réduire la sensation d'être raqué, là, les fameux DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Puis, plus bas est ta sensation d'être raqué, le mieux tu vas pouvoir performer par la suite, peu importe le type d'entraînement. Ce que j'aime faire, c'est beaucoup séparer en patron moteur. Donc, travailler l'axe vertical, full body workout. Haut de corps, bas de corps, pousser, tirer. Quitte à avoir un seul mouvement pour chacune des parties de ton corps, mais que tu le fasses bien, avec une belle qualité et une belle intensité. Exact. Axe vertical, full body workout. Axe horizontal, full body workout. Dans mon split préféré, ce serait 3 gyms par semaine, puis ton troisième gym serait dédié à ce moment-là aux axes qui ont été peut-être plus négligés dans le reste de ta semaine, donc latéral, rotation souvent. J'aime beaucoup travailler de cette façon-là en gym. Là où est-ce que je peux utiliser un split qui est différent? L'autre split que je vais utiliser le plus fréquemment va être un split qui sépare tes qualités entraînées à chaque entraînement plutôt que les patrons moteurs visés. Donc, par exemple, dans des full body workouts que j'utilise ou qu'on va cibler le plan vertical ou horizontal, ben, probablement que selon la phase, il va y avoir une qualité dominante que je vais vouloir entraîner et les autres que je vais vouloir maintenir ou légèrement stimuler. Donc, ça pourrait être de la force. Donc, à ce moment-là, j'aurai de la force pour les 3 entraînements. Ou probablement les 2 entraînements vertical, horizontal, puis le troisième entraînement, c'est un entraînement à plus basse intensité. Mais sinon, dépendamment du contexte et des objectifs de l'athlète, je peux avoir un split où est-ce que j'ai un entraînement dédié à la force, full body workout, un entraînement dédié à la puissance, puis un entraînement dédié soit à des lifts en vitesse ou à plus haute répétition. À ce moment-là, je peux aussi séparer mes entraînements selon les qualités que je veux cibler dans ma semaine. Par exemple, in-season, je suis beaucoup plus intéressé de stimuler certaines qualités à différents moments dans ma semaine parce que ça fit mieux le timing du contexte sportif. Et on reparlera encore une fois, dans un autre épisode, d'entraînement in-season dans un épisode. Mais rapidement, le split que j'aimerais avoir in-season, c'est très tôt dans la semaine, donc très rapproché, les jours très rapprochés suivant la game. Ça serait un entraînement plus high rep, plus basse intensité pour maintenir une certaine hypertrophie. Puis en plein milieu de la semaine, je voudrais travailler plus la force max, la puissance, parce que récupérer au niveau du système nerveux va prendre un peu plus de temps. Puis si je veux rentrer un troisième entraînement à ce moment-là, ce serait probablement quelque chose en activation ou en vitesse très proche de la game. Parce que ça va avoir un effet d'excitation du système nerveux qui va te permettre de mieux performer dans un court intervalle de temps suivant cet entraînement-là. Normalement, jusqu'à 24 heures suivant cet entraînement-là. Ça serait le deuxième split que j'utiliserais le plus souvent. Par exemple, force, puissance, puis rep ou vitesse, dépendamment de ce que je veux travailler. Puis dans de rares occasions, j'ai utilisé un split de upper-lower body. Si j'ai un athlète, souvent plus un joueur de ligne, qui va s'entraîner un peu plus souvent en gym, moins souvent sur le field. Donc, il y aurait 4 entraînements en gym puis 2 entraînements sur le field, par exemple. Ça se peut très bien. À ce moment-là, je vais utiliser un split upper-lower body parce que d'avoir une fréquence d'entraînement en gym de 4 fois par semaine que tu fais et du upper et du lower, ça devient une fréquence un petit peu trop grande. Donc, j'aime mieux diminuer un petit peu cette fréquence-là d'entraînement en gym, favoriser les cadrans inférieurs ou supérieurs pour mieux répartir le stress sur la semaine au complet. Et à ce moment-là, c'est sûr à 100% que je vais quand même vouloir prioriser les entraînements sur le field pour ce joueur de ligue-là. Donc, précisément, lundi pourrait être un entraînement de vitesse, donc Axel, Max Speed pour mon joueur de ligue. Après, ça serait suivi d'un entraînement en lower body, même si je sais qu'il risque d'être un peu moins performant parce qu'il a déjà fait des jambes, si on veut, la veille avec son entraînement de speed.
simplement parce que par la suite, j'ai un entraînement de upper body, ce qui me laisse au moins un bon 24 heures de récupération pour le bas du corps. Pour le prochain entraînement sur le field, c'était à ce moment-là probablement plus multidirectionnel pour mon joueur de ligne. Et on répétait le cycle. On aurait un entraînement de lower body et un entraînement de upper. Est-ce qu'il y a d'autres splits que tu utilises avec tes athlètes? Moi, personnellement, c'est en termes de muscu, là, c'est les trois que j'utilise. Je suis pas capable de penser à d'autres types de splits que j'utilise. À moins qu'un athlète s'entraîne seulement 2 fois par semaine en gym, à ce moment-là, je vais juste je vais séparer mes patrons moteurs en horizontal, vertical et je vais rentrer la rotation du latéral dans les deux entraînements. Et je vais avoir un entraînement complet, une planification complète. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres, il y a pas vraiment d'autres formats au split que j'utilise. Non, exact. Moi aussi, c'est pas mal ça. Ce que j'aime utiliser au travers de mes splits d'entraînement aussi, c'est d'avoir parfois une journée qui est dédiée, tu sais, des fois un petit peu plus tôt dans la préparation physique, une journée qui est dédiée des fois à un tempo qui est excentrique, une journée Ouais. qui a un tempo un petit peu plus isométrique, un tempo un petit peu plus concentrique, donc plus dynamique. Ce qu'on veut dire par là, pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça, ce serait une journée, par exemple, la journée excentrique, que l'on mettrait vraiment un accent sur tout ce qui est la descente dans le mouvement, qui va avoir vraiment des super bénéfices, c'est côté tendineux, côté comment absorber des charges. Ensuite, Côté force journée, max, ou si c'est côté fort. ouais, bas rep parce que ça te permet d'utiliser des plus grandes charges. Exact, tout à fait. Ensuite de ça, la journée isométrique, c'est là que tu peux inclure des pauses dans ton mouvement. Ça peut être plusieurs pauses dans la descente, ça peut être une pause dans la montée, dépendamment de ce que tu veux faire. Donc, isométrie, ça va être tout ce qui va être une pause, peu importe quand. Puis ensuite, concentrique, c'est l'entraînement un petit peu plus traditionnel, qu'on y va vraiment de façon dynamique dans tout ce qui est les mouvements classiques avec un tempo contrôlé, mais plus On en a moins dynamique. parlé là, aujourd'hui, puis dans l'autre podcast qu'on a filmé, mais de varier les types de contractions musculaires que tu utilises va être hyper important pour que tu aies un développement qui est complet. Par exemple, juste l'isométrie. C'est une type de contraction qui est hyper efficace pour développer une panoplie de qualité, puis on la retrouve très rarement dans les programmes d'entraînement des différents clubs que je vois passer là, dans mon coaching. Mais, par exemple, tu pourrais utiliser du overcoming ISO. Donc, tu fais un effort maximal de 5 secondes pour essayer de bouger une barre, mettons en bench, mais qui ne peut pas bouger parce qu'elle est retenue par le rack. Le fait d'essayer au maximum de bouger cette barre-là va vraiment avoir un impact intéressant sur le développement de ta force max. Tu Exact. pourrais aussi utiliser des isométries à longue durée. Où est-ce que là, tu maintiens une pose body weight pour développer ton endurance, à maintenir une posture ou développer ta conscience de la posture dans ce mouvement-là. Donc, par exemple, j'utilise beaucoup le split squat pour développer une posture qui est hyper précise pour le sprint. Tu pourrais aussi utiliser une forme d'isométrie unilatérale pour développer ton core, ta capacité à garder une posture droite malgré un débalancement. Okay? Petite parenthèse sur l'isométrie, mais c'est une forme de contraction qui est hyper importante pour un athlète, selon moi. Okay? 100% d'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser les différents types de contractions pour créer un split aussi. Mais rien n'empêche aussi de combiner différents thèmes pour faire ton split. Tu pourrais facilement avoir un split vertical, horizontal, latéral et rotation pour ta troisième journée, puis combiner les types de contractions là-dedans, puis le cycler, si on veut, à chaque semaine ou à chaque méso pour avoir un développement qui est complet à la fin de ton macro-cycle, de ton cycle qui est plus large. Mais là, on s'en vient vraiment plus profond dans les principes de périodisation et de planification. Ça, c'est la job de l'entraîneur, de bien balancer tout ça, puis d'utiliser les différents outils à sa disposition pour avoir le meilleur training possible. Exact. Je pense que ça fait pas mal un autre excellent survol là-dessus, sur comment s'entraîner comme un athlète pour devenir un meilleur athlète possible, comment utiliser les différents splits d'entraînement en gym, quel split d'entraînement en gym qui est intéressant pour un athlète. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose avant de wrap it up? Non, ça fait pas mal le tour. C'est souvent, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est quoi le meilleur split d'entraînement? Mais tu sais, ça va être celui qui fit le plus possible ta réalité, puis c'est lui qui te permet de performer le plus possible à chaque entraînement. Donc, si tu réussis à respecter ça avec ton split d'entraînement,
Ensuite de ça, c'est de choisir les bons exercices, les bonnes méthodes d'entraînement. Mais le split d'entraînement, ça a un certain impact. Mais c'est pas de courir nécessairement après ça. Il n'y a rien de magique là-dedans. Non, exact. C'est juste un outil de plus à ta disposition pour atteindre un objectif comme la salle de poids. Et il n'y a rien de magique là-dedans. C'est simplement une opportunité d'utiliser des charges externes pour développer certaines qualités. C'est juste un outil qu'on veut utiliser. Exact. Exactement. All right, good stuff. So that's a wrap. Merci tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui et stay tuned pour les prochains épisodes avec moi-même et Coach Chat. Yo, peace!